Tout d'abord, je suis géopoliticien. Géopoliticien, il lui est interdit d'être un militant ou un partenaire d'une cause quelconque. Sinon, elle altère son jugement et ses analyses. Mais dans le cas présent, l'analyse de la diplomatie marocaine et par conséquent aussi parler de la marocanité du Sahara m'implique un engagement que j'ai toujours voulu éviter. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours refusé des interviews qui parlent de la politique marocaine, car je savais et je sais que je ne peux pas être un observateur pur et simple. Ce n'est pas possible. Chacun sait que je suis né à Casablanca et que par mes parents, mais les liens avec la monarchie ont été toujours très étroits et que je me suis toujours dit que je ne serais pas un bon géopoliticien si je réponds à une interview sur le Maroc. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est nécessaire de préciser certaines choses. J'ai observé pendant des années l'action du Maroc à l'étranger et surtout, bien entendu, par ses structures diplomatiques. Et je dois reconnaître que jusqu'à l'année 2014-2015, même plus tard encore, je dirais 2020, la diplomatie marocaine était toujours sur la défensive. Pour un observateur, ceci est très important parce qu'une diplomatie sur la défensive est une diplomatie en faiblesse. Elle est sur la défensive et elle cherchait à convaincre du bien fondé de la marocanité du Maroc. Essayer de plaider, essayer de convaincre n'a pas le même impact que d'affirmer, c'est-à-dire ne pas avoir de doute. Plaider, c'est qu'il y a un doute. Et cette diplomatie, à l'époque, elle avait l'air de s'agiter avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui est celle d'attendre une décision sur son propre sort de l'ONU. Je dois vous dire qu'avec mon expérience de l'Organisation des Nations Unies, aucune décision n'interviendra dans un proche ou lointain avenir de la part de l'ONU, sauf si 2 ou 3 grandes puissances membres du Conseil de sécurité tapent sur la table. L'Amérique le fait, mais ce n'est pas assez. Alors, il n'y a pas à attendre. Et c'est au Maroc, et il le fait d'ailleurs aujourd'hui, d'imposer sa vérité. Alors je voudrais vous raconter un entretien que j'ai eu il y a quelques années à Washington. 2 sénateurs, l'un républicain, l'autre démocrate, m'invitent à déjeuner dans ce fameux restaurant où vous retrouvez tout le gouvernement américain. Il ne faut pas s'étonner de voir 2 sénateurs de partis opposés, car dans la politique américaine, il n'y a pas de discipline de parti. Il y a ce qu'ils appellent la majorité d'idées, c'est-à-dire un démocrate peut très bien voter avec un républicain un projet qu'il pense bon pour son État ou bon pour les États-Unis. Donc, ils étaient là, les deux, et ils me disent, Gabriel,
tu vas payer ton déjeuner en nous expliquant qu'est-ce que c'est que cette histoire du Maroc saharien. Allez expliquer à des démocrates qui ne connaissent, à des Américains, qui ne connaissent que le vote et le dollar, le système d'allégeance. Allez leur expliquer que le Maroc entier s'est bâti sur l'allégeance et que si on conteste le Sahara, on devrait aussi bien contester le Rif, contester la Chaouia, etc., car le Maroc s'est construit sur ce système de reconnaissance de l'autorité suprême du sultan. Je l'ai fait, tant bien que mal. Et alors, ils me disent, très bien, donc le Maroc est chez lui au Sahara. Je dis oui. Alors le Maroc, aujourd'hui, contrôle plus de 80% du Sahara. Oui. Donc il est chez lui et vous me dites que la solution, c'est l'autonomie et les investissements. Je dis oui, le développement. Il me dit alors qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Il est chez lui. Au lieu d'attendre une décision de je ne sais quoi, où vous êtes sûr et vous êtes chez vous et vous le faites, et vous démontrez à tout le monde que c'est cela la solution. J'étais parti très ébranlé de cette conversation qui a fait l'objet d'un rapport que j'ai fait. Et je suis heureux de constater que depuis 2015, la politique du Maroc au Sahara est devenue plus volontariste. Et il y a eu un développement que je vois aujourd'hui, un développement énorme de ces provinces du Sud. Et là, il faut que je retrouve mes idées, parce que j'écris que des points, je n'écris pas mes interventions. Et cette politique a eu déjà ses fruits. J'ai eu la chance d'être un observateur à Genève de la première table ronde. Et j'avais apprécié que la délégation marocaine était formée par le ministère des Affaires étrangères, mais par des élus sahraouis, dont une femme. Et alors, ça a donné un ton à cette table ronde très différent, car les élus sahraouis marocains disent à la délégation du soi-disant État fantoche, mais qui vous représentez? Nous, c'est le peuple sahraoui qui nous a élus. Donc vous voyez que la conversation et le débat a été tout de suite d'un autre ton. Donc on ne peut pas dire que l'Algérie était très heureuse. Il y avait les Algériens autour de la table qui riaient jaune parce que c'était une disposition importante d'avoir mis des élus sahraouis dans la délégation marocaine. Le couronnement de cette politique volontariste dans les provinces du Sud vont être les accords d'Abraham. Pour ceux qui sont un peu initiés aux accords internationaux, les accords d'Abraham comportent plusieurs volets, dont un qu'on connaît et d'autres qu'on connaîtra peut-être plus tard. Mais ces accords ont libéré vraiment la diplomatie marocaine. Les États-Unis, en déclarant haut et fort que le Sahara était marocain, que cette déclaration de Trump confirmée par son successeur, on constate dans le jeu diplomatique mondial
une véritable transformation de l'action de la diplomatie marocaine qui est devenue agressive, volontariste, et ça n'a pas fait toujours le bonheur de certains États anciens coloniaux tels que l'Allemagne ou la France. Et d'autres États ont suivi les États-Unis. Tout à l'heure, mon prédécesseur a cité la plupart, et on en a parlé aussi ce matin. Mais il y a une chose qu'on n'a pas soulignée assez, et que je regrette énormément, que la France, qui, compte tenu de ses relations historiques et économiques et politiques et culturelles avec le Maroc, la France aurait dû être la première à reconnaître la marocanité du Sahara. Elle a raté une possibilité, elle a raté le coche, car elle s'est mise out complètement dans l'évolution des relations internationales du Maroc. Elle est victime d'une valse hésitation entre ménager l'Algérie et des intérêts utopiques avec l'Algérie et ses relations avec le Maroc. Et en politique, l'hésitation ne paye pas. Je vais conclure. Je disais qu'on constate aujourd'hui que la diplomatie marocaine est libérée et pleine d'action et qu'elle répond au coup par coup. Elle n'est plus sur la défensive. Elle n'a plus à démontrer quoi que ce soit. La marocanité du Sahara est un fait. Aussi, aujourd'hui, je salue cette diplomatie marocaine en marche, active et sûre de son droit. Et vivant dans la communauté internationale et dans ce milieu-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale considère qu'il faut compter avec la diplomatie marocaine. Je vous remercie.